Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici c'est Baudouin et aujourd'hui on va essayer d'avoir les idées un peu plus claires sur ce qu'on peut lire sur les étiquettes de nos whiskies. En effet, depuis quelques années, on observe une prolifération des whiskies dans nos rayons. Cela s'accompagne d'une prolifération des appellations et nous nous sommes dit que c'était une bonne idée de s'intéresser et de décrypter ces appellations afin d'y voir un peu plus clair. Je vous préviens, il y aura pas mal d'informations dans ce podcast et j'essaierai au maximum de mettre en valeur celles qui sont les plus importantes. Je vous propose de commencer par la base et de déterminer ensemble les conditions que devrait remplir un breuvage pour être considéré comme un whisky. Tout d'abord, ce doit être un distillat de céréales. C'est donc un alcool de céréales et pas de fruits comme peuvent l'être par exemple le cognac ou le calvados. En revanche, peu importe la céréale utilisée. Ensuite, il doit être vieilli en fût de chêne pendant au moins 3 ans. Dans certaines jeunes distilleries, vous pourrez trouver des bouteilles qui sont vendues sous le nom d'eau de vie d'orge maltais. C'est tout simplement que ces bouteilles, n'ayant pas eu le temps de vieillir suffisamment dans des fûts de chêne, ne peuvent pas encore être appelées whisky. Enfin, ce breuvage doit être mis en bouteille à un degré d'alcool d'au moins 40%. Si on suit le raisonnement jusqu'au bout, et que vous preniez une bouteille de vodka bas de gamme, qui est la plupart du temps un alcool de blé et non un alcool de pomme de terre, comme on peut l'entendre parfois, et que vous la vieillissiez dans un fût de chêne pendant 3 ans et 1 jour, vous pourriez revendre ce qu'il en sort sous l'appellation whisky. En revanche, je ne garantis vraiment pas le résultat. Maintenant que nous sommes tous d'accord sur la définition du whisky, nous allons essayer de différencier le single malt du single grain et des blended. Commençons par le single malt qui est souvent considéré comme le must du whisky parce que c'est le whisky primitif, tel qu'il était réalisé à la base. Pour pouvoir porter cette mention, en plus d'être un whisky bien sûr, il doit remplir 3 conditions supplémentaires. Tout d'abord, il doit être uniquement composé de distillats d'orge maltais. Cette fois-ci, il n'est plus possible d'utiliser d'autres céréales, même en petite quantité. Ensuite, il doit être distillé dans un alambic pot still en cuivre. Donc si vous comptiez utiliser l'alambic en verre de votre grand-père, vous ne pourrez pas fabriquer de single malt dans votre cave. Enfin, il doit être fabriqué dans une seule distillerie. Alors, entendons-nous bien, il peut y avoir des mélanges de whisky de différentes distillations, mais toutes ces distillations doivent bien avoir eu lieu dans la même distillerie. Le single malt va donc permettre de goûter et de comprendre le caractère de sa région et de sa distillerie d'origine. Et c'est pour ça qu'il est souvent considéré comme le whisky des puristes. On passe ensuite au single grain qui lui est composé d'une ou plusieurs céréales autres que l'orge. Ça peut être le blé, le seigle, le maïs, les possibilités sont assez variées. Cette fois-ci, il est distillé dans un alambic à colonne qui distille en continu et qui permet un meilleur rendement. On vous fera d'ailleurs un sujet sur les différents types d'alambic. C'est toujours un single et il doit donc être fabriqué dans une seule et unique distillerie. Alors vous comprenez bien que comparé au single malt, le single grain est a priori moins qualitatif. Pour autant, il existe certaines maisons qui vont réaliser un vrai travail sur le single grain et qui vont sortir des bouteilles très intéressantes et je peux citer notamment Nikka. Je vais terminer ce trio par les blends. Blended en anglais, ça veut dire mélanger. Maintenant que nous avons des whiskies single, il est possible de les mélanger entre eux. Nous avons 2 raisons pour ce faire. Une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que ça peut permettre d'explorer de nouvelles flavors et d'aller encore plus loin dans l'élaboration de whisky. La mauvaise, c'est que ça permet de produire des whiskies à moindre coût. Si vous ne mélangez que des single malt, vous pourrez mettre la mention non seulement blended whisky, mais blended malt. Si vous mélangez uniquement des singles écossais, vous pourrez mettre blended scotch. Vous comprenez le principe, on peut faire différentes combinaisons de mélanges qui donnent le droit à des appellations différentes. Les blends ont généralement moins bonne presse que les singles. Effectivement, si vous allez dans le supermarché de votre quartier, les whiskies de moins bonne qualité seront tous des blends. Comme je vous le disais, le mélange permet de réduire le coût de production du whisky. Mais en tant que connaisseur de whisky, vous savez certainement que certains blends sont issus d'assemblages réfléchis et qui vont vraiment donner des whiskies d'exception. Maintenant que nous maîtrisons bien la différence entre les singles et les blends,
je vous propose de nous intéresser à quelques appellations qui sont liées à des pays. On peut commencer avec le Bourbon qui est forcément fabriqué aux États-Unis et qui comporte au moins 51% de maïs. Il est élevé dans des fûts de chêne américains qui doivent être absolument neufs et qui sont flambés. Cette fois-ci, peu importe l'alambic utilisé. Nous ferons certainement un sujet entier sur le Bourbon, mais pour résumer, cela va lui donner la particularité d'être riche, épicé, très sucré, avec un fort goût de vanille. Ensuite, nous avons le single pot still irlandais. C'est un single malt, mais qui est issu d'un mélange d'au moins 30% d'orge maltée et 30% d'orge non maltée. Oui, d'orge non maltée. Pourquoi ça ? À l'origine, c'était une réponse pragmatique de la part des distilleurs à l'instauration d'une taxe sur l'orge maltée en Irlande en 1785. Cela va donner des whiskies qui sont plus épicés et plus gras. Il y a aussi le rye whisky au Canada. En effet, le whisky canadien est appelé rye whisky, rye voulant dire seigle. Pendant très longtemps, le seigle était le principal ingrédient pour la fabrication des whiskies dans ces contrées. Aujourd'hui, aucune réglementation ne régit la fabrication de rye, et la plupart des whiskies canadiens ne comportent qu'une quantité négligeable de seigle. On peut en revanche citer un contre-exemple avec l'Alberta Premium, qui est l'un des rares whiskies à être fabriqué à 100% à partir de seigle. Si tout cela n'était pas déjà assez compliqué, il ne faut pas confondre le rye whisky avec le whisky rye. Le whisky rye est un whisky des États-Unis dont le mélange initial est composé au minimum à 51% de seigle. J'aurais dû commencer par ça, je vais conclure par le scotch. Tous les scotch sont des whiskies, mais tous les whiskies ne sont pas en revanche des scotch. Un scotch est un whisky qui a été distillé et vieilli pendant au moins 3 ans sur le sol écossais. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, et surtout j'espère que je ne vous ai pas trop perdu pendant cet épisode. Si vous deviez retenir quelque chose, j'aimerais que vous puissiez retenir qu'il n'y a pas de principe absolu dans le whisky. Un single peut être un mauvais whisky, un blend peut être un très bon whisky, le tout c'est que vous trouviez des bouteilles qui vous plaisent. Je termine cet épisode en remerciant tout particulièrement Amaury qui a rédigé ce sujet et à remercier aussi vous tous nos auditeurs qui êtes de plus en plus nombreux à suivre Inscotchable. N'hésitez pas à aller visiter notre page Facebook, notre page Instagram et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode.